Aristote 4. Aujourd'hui, nous allons devoir continuer de parler de la guerre. Mais je vous propose de le faire sous un angle différent, celui des buts de guerre. Toutes les guerres n'ont pas de but bien défini, ce qui est souvent une cause d'épuisement et de défaite, ou pire encore, de négociations qui ne résolvent rien. Un conflit éclate, dont nul ne connaît les limites. Il se poursuit aussi longtemps que l'un des belligérants ne décide pas de se retirer, souvent pour des raisons intérieures. Le vaincu prend ensuite les armes au même endroit ou ailleurs, ne serait-ce que pour effacer la perte de puissance ou de dignité consécutive à une paix qui ne lui convient pas dans la durée. Les buts de la guerre d'Ukraine sont par contre clairement définis. Du côté russe, il s'agit de reconsolider un empire en y réintégrant, sous forme de protectorat, une partie méridionale perdue, qui est à la fois la plus vaste, historiquement la plus prestigieuse, et économiquement la plus riche. Les buts de guerre de la part des Ukrainiens et de ceux qui les soutiennent sont cristallins. Obtenir le retrait de l'envahisseur de tous les territoires qu'il a conquis depuis l'indépendance de l'Ukraine, des réparations de guerre proportionnées aux destructions infligées, et des garanties de sécurité suffisantes pour prévenir une nouvelle invasion. Ces buts de guerre doivent être distingués à la fois et de la propagande de guerre et des conséquences géostratégiques de la guerre. La propagande de guerre existe toujours. Du côté russe, elle n'a qu'une portée intérieure, utilisant des éléments totalement incompréhensibles aux Occidentaux, à commencer par l'assimilation de l'Ukraine au nazisme, l'affirmation que l'Ukraine n'a pas été attaquée, alors que la Russie trahie aurait été en passe de l'être. La propagande de guerre occidentale n'est pas moins incompréhensible par le public russe. La Russie est une puissance barbare qui, depuis Staline, fait toujours l'inverse de ce qu'elle dit, qui reprend à son tour le flambeau du nazisme face à une Ukraine dans laquelle le nazisme ne serait l'idéologie de personne, d'aucune milice. Poutine, par surcroît, serait fou. Plus important encore, à toute guerre sont associées des conséquences géostratégiques, quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise. La première est que la défaite entraîne le plus souvent un changement de régime chez le vaincu. C'est une conséquence. Pour Moscou, les conséquences espérées sont un gouvernement ukrainien favorable à ses intérêts, encadré de tous les côtés par des provinces sous son influence et isolé de l'OTAN, qui aurait renoncé à l'Ukraine après sa défaite. Il s'agit du même mouvement de se faire reconnaître à nouveau comme une grande puissance, au moins égale à l'Europe, la Chine et même les États-Unis, malgré une économie défaillante, et de tenir définitivement l'OTAN en respect. Pour l'OTAN, les conséquences espérées sont de commencer d'ébranler un empire incarné par une fédération de façades s'étendant sur 11 fuseaux horaires, de mettre un coup d'arrêt à ces tentatives d'expansion périodiques et d'obtenir une indépendance économique presque totale à l'égard des matières premières extraites de son sous-sol. De nombreux observateurs, malheureusement, confondent les buts et les conséquences espérées. C'est une confusion très dangereuse. Elle conduit les belligérants à une escalade qui radicalise la guerre. Il est évident qu'un régime menacé n'a plus de limite dans son acharnement. En intégrant au but de simples conséquences qui sont devenues des conditions, on repousse les possibilités de paix. C'est d'autant plus contre-productif qu'il vaut mieux en général le diable que l'on connaît et que le successeur de Poutine ne sera de toute façon ni le pape François, ni le Dalai Lama. A l'inverse, certains voudraient réduire les buts de guerre clairement définis
du fait des conséquences de leur propre victoire éventuelle qu'ils ont fini par craindre. Ils cherchent à conclure une paix prématurée avant le succès ou l'échec d'une contre-offensive décisive, pour éviter de subir eux-mêmes de trop graves conséquences économiques de la guerre ou le risque d'une guerre nucléaire. Ils sont prêts à promouvoir une situation intermédiaire dans laquelle tous les belligérants auront été en réalité défaits. Ce qu'ils ne voient pas est que dans ce cas, la guerre est vouée à recommencer autour d'un abcès devenu plus purulent qu'il ne l'était au départ. Ils ne comprennent pas que s'il avait fallu craindre une guerre nucléaire, il convenait au premier jour de donner les clés de l'Ukraine à la Russie et d'opérer une reddition de fait, une reddition qu'il faudrait renouveler lors de chaque coup de boutoir international, en Transnistrie, en Moldavie ou ailleurs encore. Ils ne mesurent pas que si leur prière était exaucée, ils resteraient durablement dépendants des approvisionnements russes et privés de défense renforcée face à un adversaire au contraire stimulé dans ses ambitions, et que leur pacifisme contribue aux intentions de l'adversaire. Ils ne voient pas qu'ils contribuent par pacifisme au but de guerre d'un ennemi autoritaire qui ne s'est pas montré pacifique chaque fois que l'occasion lui en a été donnée. D'où l'importance de bien distinguer toutes ces notions. But, conséquence, propagande. La clarté est avec la constance le meilleur chemin vers une paix durable. Défendre un pays contre l'invasion est une obligation du droit international. Elle n'implique l'escalade que si l'un des belligérants la souhaite. Elle doit être conduite avec détermination pour être la plus courte possible. Cela exige seulement le courage, mais c'est une denrée rare en politique. À bientôt.